Bonjour Mehmet, ravie de t'avoir ici pour le podcast Divergence saison 2. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Comment vas-tu? Merci à toi. Écoute, je vais très bien. Merci, Sandra, de m'accueillir dans ce podcast parce que, pareil, c'est une première pour moi aussi, ce genre de podcast. Donc, c'est super cool d'être avec toi. Ah ben génial. Eh ben, regarde, la première question que je pose à mes invités, c'est de leur proposer de eux-mêmes se présenter en quelques mots. Et après, je leur propose un petit jeu. Mais d'abord, j'aimerais bien que voilà, pour les personnes qui nous écoutent, en quelques mots, comment est-ce que tu te présenterais? Waouh! Alors, en quelques mots, pour faire simple, je m'appelle Mehmet, Mehmet Gül. Je suis d'origine turque. Je ne sais pas si je le dis souvent, mais je vais le dire ici. Je suis d'origine turque parce que mes parents, sont arrivés et m'ont emmené en fait, depuis la Turquie jusqu'ici. Je crois que je l'ai jamais dit dans un podcast ou une interview, donc je vais le dire ici. En fait, je suis arrivé à l'âge d'un an et demi, un an et demi en France et grosso merdo, j'ai grandi, à la française et puis la Turquie, j'y allais en fait, pour les vacances et en fait, là où c'est intéressant, c'est que, j'ai cette, espèce de liaison entre 2 cultures. Tu sais, il y a un mélange de cultures qui s'est fait en moi et là où c'est intéressant, c'est que depuis que je suis petit, j'ai une hypersensibilité à laquelle mes parents n'ont jamais prêté attention parce qu'ils ne savaient pas que ça existait, simplement. Et en fait, cette hypersensibilité, elle m'a suivi pendant des années. Et le parallèle avec l'histoire de ma vie et d'où je viens et qu'est-ce que je suis aujourd'hui, en Mmh. fait, je crois qu'il y a une grosse partie de ma vie qui a été impactée par cette hypersensibilité, mais comme j'en avais pas conscience quand j'étais petit, j'en ai pris conscience il y a 5 ans, c'est-à-dire, j'ai fait ma crise de la quarantaine, tu sais, après avoir passé, Ah, tu sais 20 ans, durant mes folles années de jeunesse, d'études et cetera et après, de 20 à 40 ans où j'ai travaillé dans des multinationales, tu vois, dans des grosses entreprises du CAC 40 et tout. Et en fait, durant toutes ces années, j'avais pas remarqué que j'étais justement hypersensible, que j'avais, émotionnellement surtout, où j'avais, j'étais très, facilement dans la dépendance affective, j'avais des croyances sur ma valeur, je me dévalorisais sans cesse et cetera. Et en fait, c'est une histoire que je me suis racontée sur, finalement, mes capacités que j'ai toujours minimisées, soit ouais. par trop d'humilité qui ont mené à des humiliations, soit par trop de gentillesse et je suis passé pour un con. Heu, voilà et en fait, Mmh. toute cette période m'a forgé jusqu'à mes 40 ans où, il y a eu un événement, perturbateur parce que j'ai fait une hémorragie interne, qui m'a en fait, fait passer, on va dire, je suis passé, j'ai fait un petit passage dans le couloir de la mort et je suis revenu, on va dire ça comme ça. Et en fait, cette hémorragie interne, si tu veux, c'est une partie de mon estomac qui a été mangée par un ulcère que je n'avais pas traité depuis 3 ans. Ah Et en ouais. fait, le fait que je ne me sois pas traité, c'est parce que l'hypersensible, hyperempathique que j'étais faisait toujours passer les autres et tout avant moi-même et avant ma vie. Et donc ça, c'est Mmh. l'histoire que je me racontais. Et en Ouais. fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu te retrouves entre la vie et la mort à 40 ans, tu as 2 enfants, ta femme, tu vois, il y a plein de choses qui se bousculent. Ouais, c'est Et un donc, ouais. cette crise de la quarantaine, finalement, à cause de cette hypersensibilité, elle est tombée au bon moment. Et comme l'univers fait bien les choses, je me suis fait licencier 15 jours après être sorti de l'hôpital. Donc, Waouh. tu vois, c'était un peu, on a appuyé un peu sur le bouton reset de ma vie. Tu vois, on a dit, même joueur joue 2 fois, tu peux recommencer. Et du coup, je suis reparti, on va dire, sur des choses plus écologiques parce que c'est là où je me suis rendu compte aussi que le salariat, j'étouffais dedans. Mmh. Ça m'étouffait profondément parce que j'en avais marre d'avoir, tu vois, cette vie de cadre dirigeant en France. En fait, cadre dirigeant, pour faire simple, tu es un peu l'esclave 2.0. Tu sais, tu arrives le matin à 7 heures, tu repars 21 h, 22 h, on ne sait pas à quelle heure tu repars. C'est normal. Tu es moins payé qu'un smicard, pour faire simple. Et du coup, comme je voyais plus mes enfants, je voyais plus ma femme, je rentrais chez moi, je me prenais la tête avec ma femme. Je me suis dit: «Soit je re-signe 20 ans de plus dans le salariat et je sais ce qui m'attend, soit je tente et je fais le pari fou de partir sur quelque chose de complètement différent» et là, du coup, je m'écoute et du coup, en fait, quand je m'écoute, c'est: «OK,
c'est qui là? Il y a qui dedans là? C'est ça. C'est qui là? Et en fait, c'est là où tu commences à te poser les questions, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, heu, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, au monde peut-être, tu vois? Et à partir de là, tu vois, il y a un cheminement qui se crée et on va être franc aussi là-dessus. Pendant 2 ans, j'ai wellou, 0 résultat parce que tu sais, pendant 2 ans, tu es un peu dans la période Pôle emploi, il y a toujours le Pôle emploi, donc c'est confortable, voilà et tu Ça fous va, quoi. voilà, tu fous Ça rien va. pendant 2 ans, ça va, voilà, c'est bien, mais voilà, pendant 2 ans, il ne s'est rien passé et en fait, au bout de 2 ans, j'ai eu, au bout de 2 ans, en pensant aussi encore, à force de travailler aussi sur moi et mes croyances, je pensais que je réussirais seul. Tu penses bien, 20 ans en tant que cadre dirigeant, voyons, j'ai dirigé des équipes de 0 à 60, j'ai géré des magasins qui faisaient 30 millions de chiffre d'affaires. Bon, je sais faire, quoi, tu vois. C'est Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Raconte-toi bien des histoires. Et donc, du coup, tu vois, je suis reparti, tu sais, parce que quand le business, quand tu te lances en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, finalement, bah, l'entreprise, quelque part, c'est toi, c'est qui tu es, tes valeurs, etc., etc. Donc, aller te vendre toi, c'est pas comme aller vendre un paquet de lessive ou un jean, ou tu vois. Et donc, du coup, cette période-là, elle a été assez challengeante. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je prenne un coach quand même pour me faire accompagner, hein, un coach business qui va me, tu vois. C'est Et en ça. fait, à partir de ce moment-là où il y a 3 ans de ça, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats, vraiment à faire de l'accompagnement one-one, parce que c'est là où je suis très, très bon. J'ai commencé justement à construire un programme qui fonctionne bien aujourd'hui et bon an, mal an, bah, la première année était un peu compliquée, la deuxième année un peu mieux et la troisième année, donc au bout de 5 ans maintenant, là, ça y est, j'ai dépassé la barre des 6 chiffres, le chiffre d'affaires est là, les clients sont là, le réseau est là et ça y est, il y a un espèce d'écosystème qui s'est mis en place par rapport à ça et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir dire que oui, je vis de mon activité, oui, ça marche bien, oui, on commence aussi à se passer mon nom dans certaines sphères entrepreneuriales. Donc, j'en suis vraiment hyper content, hyper fier. Et je sais que c'est pas, tu sais, c'est pas gagné parce que de toute façon, on est challengé à tous les niveaux et ça avance et ça évolue. Donc, Ouais, c'est voilà. cool. Voilà un peu le parcours et où j'en suis aujourd'hui. OK, super. Bah, merci déjà en tout cas pour cette, présentation. On voit quand même qu'il y a déjà, bah, plusieurs éléments moi qui m'ont interpellée, mais on va y revenir. Donc il y a enfin si je fais un résumé, donc il y a vraiment, on va dire la jeunesse lambda de bah, voilà de 0 à comme tu dis de 0 à 20, Voilà. c'est cool quoi. Tu fais tes études, tu sors avec les copains, machin et tout. Puis tu as la fameuse, carrière active où tu gravis les échelons C'est et ça. tu te sens le roi du pétrole, on va dire ça comme ça. Avec la grille de lecture intéressante que tu as amenée dès le départ avec, le choc des cultures, j'ai envie de dire, qui était en toi, mais peut-être pas conscientisé, plus, l'hypersensibilité, hem et tout ça et ton corps finalement qui te parle, puisque finalement c'est là le déclencheur premier, le corps qui parle en te disant: «Hey coco, il serait peut-être temps de t'occuper de toi». Mm. Puis derrière, synchronicité de la vie, un licenciement cadeau. Ça, c'est Ça, jamais c'est fait cadeau. pour toi, alors du Voilà. coup, je me demande, non, je vois bien, OK. Et à ce moment-là, effectivement, hyper intéressant aussi ce que tu partages je trouve, tu vois, c'est que tu arrives à la fameuse enfin oui, si on veut, le troisième cadeau, c'est que c'était à l'âge de la fameuse crise, midlife crisis, tu vois? La crise de milieu de vie, classique, typique, sauf que toi, tu combines les 3 en même temps. Tu fais un bon Un peu cocktail, ça, ouais. C'est un bien peu ça. agité et ça démarre voilà, une exploration, une aventure, je sais pas comment, le qualifier Entrepreneuriat, avec tes ouais. mots. Ouais, c'est Mm. ça, entrepreneuriale, mais aussi, tu disais une exploration de: «Ah tiens, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime?» Ouais, Commencer par soi, quoi. C'est revenir à soi quand on a été, orienté vers l'autre tout le temps, donc super intéressant et après je vais creuser, plus en avant, de ce podcast. Et d'abord j'aimerais te proposer un jeu. Le jeu, ça va être tout simplement, je ne sais pas si tu connais un peu le principe du portrait chinois? non. Ça ne te dit rien? OK. Un portrait chinois, c'est en gros, je te propose, pendant un instant, d'oublier que tu es, Mehmet Gül et tu peux être ce que tu veux. Ok. Une musique, une couleur, un animal, je sais pas quoi, ce Mm. que tu veux. Ok. Qu'est-ce que ça serait
Et puis évidemment, pourquoi? Alors, la première image, tu vois, tu m'as Ouais, dit ça, je ne sais pas pourquoi, c'est le dragon qui m'est venu. c'est vrai. Ah, Ouais. excellent. Alors, le dragon, déjà, d'une part, je crois, j'avais fait une recherche, je suis né le 12 février, et je Mmh. crois, 12 février 77, tu sais, j'ai 45 ans aujourd'hui, je crois bien que c'était le signe du dragon. Et en fait, le dragon, c'est vraiment sur l'aspect, bon, il crache des flammes, hein, il est un peu comme moi, des fois, ma fille, elle me dit tout le temps, papa, tu es toujours énervé, arrête de crier. Arrête de me crier. Tu sais, elle dit même pas arrête de crier, elle dit arrête de me crier. Au lieu de dire arrête de me gueuler dessus, elle me dit arrête de me crier. Donc bref, là en fait le dragon, parce qu'il y a, tu sais, il y a ce côté majestueux, le côté vraiment, il vole dans les airs, tu vois, il y a un petit côté assez mystique que j'aime bien là-dedans. Et il y a le côté, il crache des flammes à sa manière, et moi peut-être à ma manière, j'envoie des flammes sur les croyances limitantes et je guéris, on va dire, avec les mots. Et j'aime bien cette symbolique. Ouais. Il y a un petit côté symbolique là-dedans. Et puis, tout ce que le dragon, je ne connais pas vraiment la culture chinoise, mais il y a une vraie croyance autour du dragon, autour de, voilà, peut-être il y a un petit côté mystique là-dessus aussi. Voilà. Et par curiosité, du coup, ton dragon, il est de quelle couleur là? Quand tu vois Alors, tu l'image? sais quoi, moi, je suis un garçon très simple. J'ai regardé Dragon Ball Z toute ma vie. Donc, c'est le dragon de Dragon Ball Z que j'ai dans la tête. Je te OK, jure. c'est génial. OK, il y aura plus qu'à amener les voir où sont les bouts de cristal et on est bon. Voilà, c'est ça. Et j'exauce un vœu, celui d'enlever les croyances, la croyance La limitante. croyance, Toi, tu viens me voir pour ça. Je te trop jure. bien. C'est le truc qui me vient là. C'est ça. Il y a peut-être un branding à créer là. On va savoir. Dragon qui exauce le vœu de ouais, c'est ça, de brûler, de faire partir, de réduire en cendres les croyances limitantes. Ouais, ouais, carrément. Trop bien. Carrément. Écoute, la prochaine question, en fait, c'est une question assez, ouverte, comme je te disais. Le propos du podcast étant que les invités puissent, se raconter et non pas se la raconter, mais vraiment juste se raconter et du coup, je leur propose de démarrer leur histoire depuis, là où ils veulent, la terminer là où ils veulent et raconter ce qu'ils ont envie de raconter par rapport au sujet du podcast qui est, ben, ce principe de résilience de: «OK, c'était quoi, les moments charnières?» Tu nous as déjà un peu dans la présentation parlé des moments charnières dans ta vie. Soit tu voilà, tu reviens dessus, soit tu en ouvres d'autres, peu importe, c'est ouvert. Ok. Bah, écoute, on peut peut-être parler de la partie entrepreneuriale parce que je pense que là, en termes de parfaitement imparfait, je crois que j'ai fait des trucs. Ouais. Ouais, ouais, vraiment, ouais. En fait, ce qui s'est Mmh. passé, c'est qu'à cette période-là, tu sais, j'ai une amie, en fait, j'ai fait connaissance avec quelqu'un parce que je commençais à m'intéresser aux réseaux sociaux. Et il faut savoir que pendant plus de 20 ans dans ma carrière salariale, j'ai pas à un seul moment, j'ai pas ouvert Facebook. J'avais pas de compte Facebook, j'avais pas de compte Instagram, j'avais pas de YouTube. YouTube, je savais même pas comment ça fonctionnait en fait. Et le seul réseau social dans lequel notre entreprise, en fait, les entreprises dans lesquelles j'ai été successivement, m'ont demandé d'ouvrir un compte, c'était LinkedIn, le réseau professionnel. Voilà. C'est ça. Mmh. Donc, l'idée, c'est que je me retrouve licencié du jour au lendemain. Je crée mon auto-entreprise et maintenant, il faut bien la faire connaître. Tu vois, faut trouver un moyen et voilà. Donc là, réseaux sociaux, etc. Et je tombe sur une personne qui va devenir une amie après, qui s'appelle Gwendoline Meyer, que je remercierai jamais assez parce elle m'a fait découvrir un peu ce monde du marketing digital en ligne, de tout ce qui se fait au niveau marketing. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a présenté aussi à mon business partner actuel, Jérémy Coleman, avec lequel justement on a eu un gros coup de cœur déjà à cette époque-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant cette période, je me suis rendu compte que je n'étais pas quelqu'un qui arrivait à créer des standards, des trucs standardisés. C'est-à-dire, j'étais très bon pour diriger des grosses équipes, etc. Donc, le relationnel, c'était vraiment mon truc. Mais par contre, quand il s'agit, par exemple, hein, de créer une formation en ligne, de créer un programme, de l'écrire, tu vois, c'est absolument pas ma zone de génie. Et donc, à l'époque,
Gwen qui, grosso modo, m'ouvre un peu les yeux sur le marketing, me dit, voilà, il y a ça, 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 il faut que tu fasses attention à certains process. Tu vois, je lui parle d'une formation en ligne, elle me dit, écoute, c'est peut-être pas le bon moment, trouve déjà ton marché. J'écoute absolument rien et je fais tout et n'importe quoi. Voilà. Et en fait, tout ce qu'elle me dit, je fais totalement l'opposé. C'est génial. Normal. Normal. Donc, voilà, normal. Et donc, en fait, durant cette période, donc les deux fameuses premières années où je fais tout de merdique, je fais une formation en ligne. Évidemment, elle est merdique, elle ne se vend pas, elle ne trouve pas de public. Donc, forcément, je prends la formation, je la fous à la poubelle. Je fais, tu sais, des espèces de vidéos sur YouTube. Je me rappelle encore, j'ai laissé cette première vidéo sur ma chaîne YouTube où on ne voit même pas mon visage, où je raconte un truc, tu vois, en mode ouais, tu vois, et je suis, tu sais, et je me la raconte, tu vois, je suis, oui, Mehmet, le coach, machin, tu vois, et j'ai une voix en plus bizarre, tu vois, enfin bref. Donc pendant 2 ans, c'est que des trucs merdiques comme ça, je teste des stratégies qui ne fonctionnent pas. Tu sais, à l'époque, en plus, on parle de ça il y a 5 ans quand même. C'est une période quand même où dans le marketing et sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas de trucs qui émergent. C'est-à-dire les formations en ligne, c'est le début. Il y en a, ils commencent à percer avec ça. La formation en ligne, il y en a qui deviennent des gros leaders là-dessus. Ensuite, commencent à apparaître, tu sais, les fameux high tickets, tu vois, comment dire, qui arrivent des États-Unis et certains marketeurs les plus gros reprennent ça. Je crois que c'est Margot Klein qui initie ça au niveau du mouvement. Il doit y avoir Julien Musi aussi qui, lui, est beaucoup là-dedans, etc. Enfin bref, tout ça commence à se développer. Et moi, grosso merdo, en fait, je fais, je pense, la connerie du shiny object, tu vois, où ah tiens, ça a l'air pas mal. Ah bah je vais le faire, tiens, et tac. Et j'essaye à peu près tout ce qui sort. Comme ça, les e-books, les vidéos offertes, les mini-formations, tous ces trucs voilà, sur lesquels j'arrive pas à donner de structure tu vois, à tout ça en fait. Par contre, il y a une constante. Là où je suis bon, c'est dès que j'ai quelqu'un en face de moi, cette personne se met à bosser avec moi. Donc en fait, il y a un côté, je ne vais pas dire closer, tu sais, parce qu'il y a un grand mot à la mode en ce moment, c'est devenir closer. Génial. Et en fait, ça, si tu veux, c'est la partie restante de mes 20 ans de management dans la vente. Parce que tu sais, j'ai toujours fait du commerce depuis que je suis petit. Et cet aspect, créer la relation, vendre un produit, un service, ça, je sais faire en fait. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi, ça match, la personne, elle veut bosser avec moi et tout. Bon, sauf qu'au début, tu vois, dans les 2 premières années, je gagne Wellou parce que je fais payer à personne. Je ne me sens pas légitime. Je me dis, ouais, mais tu comprends, machin. Et la personne, en plus, en face, elle dit, oui, mais tu vois, tu m'as aidé, mais bon, tu vois, je ne vais peut-être pas te payer pour ça, machin. Et je vis tout un tas d'ascenseurs émotionnels dans ce genre-là. Et donc, du coup, pendant cette période-là, la seule chose que j'arrive à construire, c'est un programme. Et ce programme, c'est encore le programme que j'ai aujourd'hui qui aujourd'hui justement touche des high players, des gens qui font déjà 6 ou 7 chiffres par mois. Et en fait, ce programme, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, vu qu'il y a plein de trucs, ça ne marche pas, je récupère tout ce qui marche. Et en fait, tout ce qui marche, je le mets dans ce programme. Et je me dis, tiens, cet outil-là, je l'ai utilisé, c'est quoi? De la PNL? Vas-y, mets dedans. Il y a quoi? Processcom, mets dedans. Et en fait, tous les trucs que je trouve comme ça, je le mets dans le programme. Et au fur et à mesure, le programme, je prends, il y a des trucs qui fonctionnent avec certaines personnes, d'autres qui ne fonctionnent pas. Et je ne comprends pas en fait. Et je remets des choses dans l'ordre, je désosse le programme, je remets les modules, machin et tout. Et je passe à peu près 3 ans avec ce programme. Même là, encore aujourd'hui, je le perfectionne, mais au bout de 3 ans, il y a un truc, il y a une espèce de structure qui tient à peu près la route, tu vois. Et en fait, cette structure, elle va devenir finalement le socle, je dirais, de socle solide de chiffre d'affaires que j'ai aujourd'hui. C'est de garder en fait une structure assez simple sur qu'est-ce que les personnes que j'accompagne vivent de bout en bout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a 3 étapes fondamentales. C'est je les débarrasse de leurs croyances limitantes, je leur apprends à mieux se connaître et surtout après, je leur apprends à ne plus jamais revenir en arrière dans le caca, les croyances limitantes et tout. Et donc là, c'est plus une partie mindset.
Et à partir de là, si tu veux, je crée ce programme qui s'appelle Life Changer aujourd'hui. Et en fait, pour arriver à ce niveau de qualité, j'ai au moins planté en 5 ans, allez, j'ai dû planter pas loin de 200 programmes. Tu sais c'est des, comment tu appelles ça? C'est des espèces de services ou produits que tu lances comme ça. Tu dis, voilà, j'ai une super offre, durée limitée, ouais, viens vite la voir, machin et tout. Combien j'ai dû en faire des comme ça et recommencer derrière. Et en fait, ça me fait travailler la croyance, tu sais, sur la peur de l'échec, la peur de la réussite. Parce que j'ai encore des… Tu sais, aujourd'hui, en fait, j'accompagne des coachs, des thérapeutes et des entrepreneurs. Et ils viennent souvent me voir avec la peur de la réussite. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en mode j'ai peur de réussir. Et en fait, la peur de la réussite, c'est j'ai tout réussi, mais là, j'ai peur de changer parce que la réussite, et si les gens ils me rejettent, et si je pète les plombs parce que j'ai de l'argent, et si je me fais critiquer parce que je suis devenu comme ça. Et au final, tu vois, toutes ces peurs-là, c'est des trucs que moi, je traverse, que j'ai traversé, et j'ai appris à le traverser, j'ai utilisé tous ces outils-là. Et en fait, c'est ce nombre d'échecs mis bout à bout qui m'ont amené cette expérience parce que je me suis spécialisé que là-dedans. Et en fait, c'est malgré tous les échecs que j'ai eus, j'ai réussi, si tu veux, à garder le nectar de ça. C'est-à-dire, en fait, vu que je me suis foiré sur mes croyances à moi et que j'ai trouvé des solutions que pour ça, je suis devenu que le spécialiste de ça. Alors que j'aurais pu être, tu vois, il y en a, ils font du mindset, il y en a, ils font du, tu vois, ouais, du YouTube, ils sont super bons. Enfin, voilà. J'arrive pas encore à créer des structures comme les gros, tu vois, du marché du coaching, là, les grands noms, là. Et je me dis finalement, bah, c'est OK parce que tu vois, en 2021, de 2020, donc fin 2020 à fin 2021, en pleine année de crise, de Covid, etc., bah, aussi grâce aux stratégies que j'ai implémentées et puis surtout grâce à mon business partner, donc à Jérémy Coleman qui m'a vraiment aidé là-dessus, j'ai remis une stratégie, si tu veux, sur la com, sur comment structurer, etc. Et là, en pleine année de Covid, j'ai quand même dépassé les 6 chiffres cette année. Donc, je me dis, malgré la déstructuration, tu vois, que j'arrive pas à créer, c'est-à-dire créer des trucs, tu vois, bien carrés, etc., avoir une com carrée, tu regardes ma com, c'est un peu tout et n'importe quoi. Je me dis, bah, finalement, tu vois, il y a un truc qui est le fil conducteur là-dedans, c'est ma spécialité, c'est-à-dire ce que je sais faire, c'est le one-one, débloquer les gens sur leurs croyances limitantes, et je ne fais que ça. Voilà. Et je suis la Rolls-Royce du déblocage des croyances limitantes. Voilà, la Ferrari du déblocage. C'est ça. Voilà. Donc, tu vois, finalement, tout est très imparfait, mais moi, ça, tu sais, ça me fait penser un peu comment dire, à l'oursin. Tu sais, l'oursin, en fait, il a plein d'épines, plein de piquants et tout. Et en fait, L'intérieur. il est à l'intérieur, tu vois. Et en fait, autour, c'est tout dégueulasse, ça pique, c'est quoi ce truc et tout. Et en fait, tu dis, bah ouais, en fait, tout est dedans. Et tu arrives à extraire un truc de tout ça. Tu te dis, bon, bah finalement, c'est peut-être voilà, c'est peut-être ma façon de le faire. Et au final, ça marche. Parce que tu sais, marketingment parlant, on peut te dire, il faut que tu aies un marketing clean, machin et tout. Bon, quand je vois Gary Vee, par exemple, qui est multimillionnaire et tu regardes ses réseaux sociaux, ça n'a ni queue ni tête, mais je trouve ça tellement inspirant. Je me dis, mais putain, en fait, tu peux être bordélique à souhait tu sais, dans ta com, dans tout ce que tu fais. Il y a Finalement, moyen. il y a moyen. Il y a moyen de Il y faire a moyen. C'est un malentendu, il y a il y a moyen. moyen de percer, quoi. Voilà. Ouais, en fait, c'est ce que tu crois possible, du coup. Tu as un modèle, tu vois. Le gars, il est multimillionnaire, mais il n'a pas une com carrée, propre, Ouais. bien calée. Et alors? Et Et alors? alors? Bon, ouais. Et alors? Ouais. Voilà. Justement, la question que j'aurais envie de te poser, et tu as déjà commencé un peu à l'anticiper, mais au vu de tout ton parcours, où finalement, dans l'entrepreneuriat, tu testes plein de choses, euh, tu as beaucoup comment je vais dire, d'itérations en mode essai-erreur. Il y a plein de trucs que tu lances qui ne marchent pas. Tu as des personnes qui te conseillent, donc comme Gwendoline, qui te dit des trucs et toi, tu Aïe, aïe, pas aïe, aïe. besoin, c'est Non, pas grave. franchement, ma chère Gwen, je ne sais pas si tu écoutes ce podcast un jour, mais franchement,
Je pense, elle avait jamais eu de cheveux blancs avant moi, mais je pense qu'après moi, elle a dû s'en faire un C'est paquet, bon. quoi. À dire, C'est lui, bon. lui c'est bon, j'en veux plus des comme lui, quoi. Donc voilà. Et ce serait quoi aux personnes qui nous écoutent de manière globale, c'est pas forcément des entrepreneurs, mais si c'est des entrepreneurs, je pense que déjà ils vont savoir un petit peu, tu vois, tu parlais du syndrome de l'objet brillant, tu parlais des croyances limitantes de la connaissance de soi et tout ça qui finalement aujourd'hui structure fait on va dire le fil d'Ariane de ton programme. Quels seraient, on va dire, les apprentissages de sagesse justement de ce parcours-là de résilience pour toi que tu aurais envie de transmettre du coup aux personnes qui nous écoutent? Voilà. Franchement, sur la première sagesse, ça reste toujours pour moi d'investir en soi. C'est-à-dire, Mmh. quand tu investis en toi, ça veut dire prendre un coach, prendre quelqu'un qui va te montrer la voie, en fait, qui a déjà fait le chemin à ta place. Donc là, je parle de Gwen, je parle de Jérémy. Il y a eu d'autres personnes comme David Pourrin qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est des personnes, en fait, qui vont, tu sais, qui ont déjà le savoir, qui ont déjà fait un peu le chemin. Et ça doit être le premier investissement, que tu sois entrepreneur, coach, thérapeute, peu importe, c'est investir en toi. Et donc, investir en toi, ça ne veut pas dire prendre une formation en ligne. Bien évidemment, au début, je ne te cache pas qu'il y a eu une période où même acheter une formation à 97 euros, ça a été compliqué. J'ai eu des moments tellement difficiles. Et tu le fais à hauteur de tes moyens. Si tu n'as pas, si t'as pas 97 euros, trouve peut-être moins cher, mais continue d'investir en toi. Et en fait, la première sagesse, c'est ça, c'est de se dire que c'est pour ça que j'en suis arrivé à ce slogan dans ma boîte, c'est que quand je dis tout commence par toi, c'est quand tu te retrouves sans emploi, tu sors de l'hôpital, tu es revenu de la mort. Alors, le revenu de la mort, je te fais simple, hein, c'est pas, tu sais, j'étais pas au bout du tunnel, je voyais la lumière. Hein, c'est juste, on m'a coupé de mon corps et je suis revenu 2 fois en fait, et je sais pas où j'étais. Enfin bref, je n'étais pas là, quoi. Et l'idée, c'est que quand tu vis des expériences comme ça, l'humain, il est un peu fait comme ça. Tu es obligé d'attendre, d'être à l'extrême limite pour commencer à investir en toi et pour faire en sorte que tout dans ta vie commence par toi. Donc, quand je suis sorti de là, je me dis, mais tu veux un truc? Bah, ça commence par toi. Maintenant, c'est pour ta gueule et tu arrêtes de penser aux autres. Et en fait, j'ai été obligé de frôler la mort pour pouvoir enfin comprendre ça. Donc, je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, hein, qu'on soit clair. Hein. Mais attendez pas d'être au pied de la mort pour vous dire, bon, bah là, je vais peut-être faire un truc pour moi et commencer par moi. Donc ça, Yes. c'est vraiment prendre conscience vite et Mmh. continuer à le faire, même si on a peu de moyens, continuer à investir en soi tout au long. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, en plus, de par le métier que je fais, là, j'ai la chance de pouvoir faire tu vois, des formations à plusieurs milliers d'euros. Si je devais compter en 5 ans combien j'ai investi, je pense que je ne suis pas loin non plus des 100 000 euros d'investissement à force de formation, de ci, de ça. Mais l'idée, si tu veux, c'est de continuer à investir même si tu fais que des petits pas. Et cette sagesse-là, en fait, si j'avais pu me la dire, tu sais, au début des 5 années, là, tu sais, la période Pôle emploi, là, où tu es à l'aise, où tu fous rien, tu vois. Voilà. Si j'avais pu me le dire au tout début de ça, je me serais peut-être mis un coup de pied au cul plus rapidement pour investir dans un coach, pour me faire accompagner. Surtout qu'au début, tu sais, quand je partais, j'avais quand même des indemnités. Mais quand tu te retrouves comme ça, du jour au lendemain, sans rien, ma femme ne travaillait pas, donc on n'avait que mon salaire pour subvenir aux besoins. Même s'il était confortable que j'avais tu sais, un salaire de cadre dirigeant, tu es quand même bien payé. Mais même avec ça, tu ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. En fait, tu as des incertitudes sur quasiment tout chaque jour quand tu te lèves. Et comme tout dépend de toi, bah, il y a un moment, tu n'as pas le choix. En fait. Tu dois faire les choses. Et la sagesse première, investir en soi. Ça peut commencer par des choses très simples. Acheter un bouquin à 5-7 balles sur Amazon. Tu vois. Même ça, un bouquin est une mine d'informations, une mine d'investissement en toi énorme. Et même commencer par des petites choses comme ça peut aider pour la suite. Après, franchement, ce que je dirais, c'est, et là je parle à mon ego à moi, c'est mettre son ego de côté. C'est-à-dire que la résilience, la première résilience, elle passe, tu sais, par l'ego, mais je vais te parler de mon ego de cadre dirigeant. Tu as 20 ans d'expérience,
Donc, ouais, moi, je sais, j'ai vécu, tu vois, je sais plein de choses. Et en fait, quand tu recommences à zéro comme ça, tu sais plus rien, Coco. Tu es, à zéro, en fait. Tu sais quoi sur toi, et tu sais plus rien, en fait. Donc, si tu n'as pas l'humilité de prendre cet ego-là, de le mettre de côté, tu vois, pour dire, bon, là, il y a quelque chose qui a changé. Et surtout, troisième conseil, de ne pas parler de tes projets à des personnes qui ne les comprennent pas. Tu sais, parler de tes projets, juste si tu es entrepreneur, va parler de tes projets entrepreneuriaux à des entrepreneurs. N'en parle pas à des salariés, à ta mère, ton père qui, eux, ont vécu 40 ans dans leur salariat, ils sont à la retraite aujourd'hui, ils ont un salaire de misère et eux, ils ne pourront jamais te comprendre, par exemple. Et en fait, l'idée, c'est de trouver justement des gens qui ont fait le chemin et qui comprennent ce que tu es en train de faire et surtout de ne parler de tes projets à personne. Ça, si j'ai bien compris un truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai parlé d'un truc, je dis ouais, je vais faire ça, le truc, il a toujours foiré. Mais je dis bien toujours dans 100% des cas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais des choses, j'en parle plus à personne. Je fais ce que j'ai à faire, ma tambouille. Il n'y a que les personnes qui bossent avec moi, c'est-à-dire qui bossent sur le projet, qui sont au courant. Et encore, on fait les choses ensemble, donc on n'en parle pas à l'extérieur. Et donc, à partir de là, il n'y a personne d'autre qui est au courant. Et quand ça sort, ça sort. Et si ça marche, c'est super cool. Tout le monde est là. Ouais, super. Ah, putain, je ne savais pas que tu faisais ça. Hein, c'est génial. Gna, gna, gna. Ouais, ouais, cool. Et en fait, personne ne voit tous les 50 galères de merde, les pieds dans la merde que tu avais pendant tout ce temps-là. Voilà. Donc, voilà les quelques pieces of advice que je peux donner ici, quoi. Investir en soi, mettre son ego de côté, et donc faire, enfin, j'entends là derrière, et tu as dit le mot, hein, c'est cette notion d'humilité, et ça me fait penser aussi, sûrement que tu es familier du travail de Carol Dweck qui parle de l'état d'esprit de croissance et de l'état d'esprit figé, et le I know mentality qui est justement le ouais, c'est bon, je sais. Mmh. Et c'est un piège, mais enfin, même moi, il y a des moments aussi où je me dis, ah, Aïe, c'est bon, aïe, je sais. aïe, Et aïe, quand je aïe. m'entends me dire, ah, c'est bon, je sais, oups, Sandra, et si on se remettait en posture d'apprenti, là, parce que peut-être que tu as quand même des choses encore à apprendre. Mmh. Donc, ça me parle assez bien. Et puis, alors, ouais, de ne pas parler de tes projets à des personnes qui ne te comprennent pas. Puis aussi pour cette notion de finalement, tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais c'est cette notion de quand tu partages un projet à quelqu'un qui n'est pas dans ton monde ou dans ta vision ou dans ton univers, on va dire ça comme ça, souvent ce qui va se passer, c'est elle va te projeter plein de peurs, et que si toi déjà tu n'es pas assez calé, on va dire ça comme ça, à toi-même, ça va être un peu bancal et l'énergie va être un peu altérée. Est-ce que ça te parle ou est-ce que ça fait sens ce que je dis? Et en fait, ça fait complètement sens parce que ça, c'est l'énergie du début. Tu sais, quand tu te lances. Parce que quand tu te lances, tu es en quête non seulement de reconnaissance, parce que tu attends du soutien de ton entourage, en fait. Il y a une espèce de reconnaissance subconsciente. Tu dis, voilà, je fais ça. Genre, regarde, je suis actif. Est-ce que tu reconnais que je suis actif, en fait? Tu vois? Et alors, c'est humain parce que c'est un besoin, si tu veux, de se rassurer soi-même. Et malheureusement, ton entourage, donc ta mère, ton père, tes frères, tes amis, ta femme, ton homme, ils se sentent le droit légitime d'être encore plus cruels dans le feedback qu'ils vont te faire en te disant « Mais tu n'as jamais fait ça de ta vie, mais pourquoi tu veux faire ça? Mais tu sais bien que tu n'arrives même pas à gérer une comptabilité, tu veux ouvrir une entreprise? Oh, mais n'importe quoi, tu es toujours à découvert tous les mois. » Tu vois? C'est ça, Et démerde-toi avec ça. Voilà. Et ça. ça, si tu veux, c'est ce que moi j'ai vécu aussi au début, parce que finalement, quand on parle, les gens ils se disent mais non, mais tu sais pas faire ça, pourquoi tu fais ça, machin et tout, alors que eux projettent leur propre peur, comme tu disais, sur toi, parce que eux l'ont jamais fait, donc forcément. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, tu sais, il y a un peu cette dimension de l'environnement finalement. Ouais. Parce qu'elle ne veut pas parler de tes projets, parce qu'ils pourraient être tués dans l'œuf finalement, non seulement déjà enfin, toi j'aime bien, tu utilises ce mot du connard ou de la connasse intérieure, mais on a déjà notre petit connard et notre petite connasse à l'intérieur. Alors si en plus de ça, notre famille ou nos proches, je veux dire de manière générale, notre entourage,
Bah, eux, ils l'ont aussi, leur petit, leur petit connard, leur petite connasse à leur sujet, mais à ton sujet, ouais, ça fait beaucoup de ça fait comme un festival de Mais là, de mais là, connards et de tu sais, connasses. c'est ce qu'on appelle laver son linge sale en famille. C'est ça. Là, on est Oh, dans la le laverie, là, hein. Là, franchement, laisse tomber, quoi. Et en fait, ils se sentent comme un droit, tu sais, légitime, et ils finissent les phrases en disant, ouais, moi, je dis ça pour toi, hein. C'est juste pour toi que je dis ça. oui, Moi, mais après, c'est la phrase de tous les parents ou qu'on a ou tous les enfants que nous avons été ont déjà entendu, c'est, «Mais tu sais, c'est pour ton bien. c'est pour Je te ton dis bien. ça, c'est pour ton Ouais, ouais. bien». Mm. Donc Surtout, ne commets pas les erreurs que j'ai commises. et voilà, c'est de l'amour derrière tout ça, mais Ouais, ouais, tout à fait. derrière la peur, il y a de C'est l'amour, c'est c'est évident. une claque bienveillante. Ça, j'aime bien la j'aime bien la formule et du coup, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, justement, on parlait de justement de ces croyances et ces petites voix, à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'anime, toi, aujourd'hui, dans ce que tu fais? C'est quoi ton pourquoi? Si je reprends, j'adore Simon Sinek, donc comme ça, je le sais. Après, Simon. Un sacré Simon. C'est quoi ton pourquoi et et au-delà du pourquoi qui est très conceptuel, mais qu'est-ce qui t'anime toi vraiment en tant qu'être humain dans cette dans cette mission, j'ai presque envie de dire que tu t'es donné de pouvoir accompagner avec ton programme Life Changer des entrepreneurs, des coachs et des thérapeutes. Qu'est-ce qui t'anime toi profondément là-dedans? En fait, ce qui m'anime profondément, c'est encore une fois, la douleur que j'ai pu vivre. Tu vois, c'est paradoxal que Mmh. je dise ça aujourd'hui. C'est que, c'est cette douleur, en fait, qui m'a apporté tout ça et je pense on n'a pas, tu sais, comme tu le disais tout à l'heure, il y a pas de hasard, il y a que des rencarts et en Mmh. fait, je crois que c'est un rendez-vous, avec moi-même et la douleur que j'ai eue, enfin, toutes ces années de douleur parce que tu sais, le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, j'ai quand même mis 45 ans avant d'y arriver. Alors, je suis un peu lent à la détente, tu vois, j'avoue, mais parce que l'univers a envoyé quand même pas mal de messages en 45 ans, si tu veux. Et c'est vrai que je suis un peu lent à la détente pour comprendre les choses. Et, et je pense que le pourquoi, en fait, le pourquoi je fais ce qui m'anime aujourd'hui le plus, c'est justement de pouvoir éclairer le chemin que moi j'ai emprunté. C'est-à-dire, si moi je l'ai fait, si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Et ça paraît bateau de dire ça comme ça, mais l'idée, c'est que quand tu es dans tes croyances limitantes, tu as souvent tendance à te dire: «Je ne suis pas capable de faire les choses». Et en fait, si moi, du chemin, du parcours en toute humilité que j'ai traversé, même si je suis revenu de la mort, je pense que si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver en fait. Et la croyance que j'ai là-dessus, du coup, c'est que plus tu le partages, plus il y a d'abondance. Et en fait, ça a été un point de bascule pour moi, c'est que depuis que j'ai enlevé toutes mes croyances limitantes, l'abondance, elle a toujours été là, si tu veux, dans ma vie. Mais en fait, je me voilais la face par rapport à l'abondance que j'avais dans ma vie. Et l'abondance, c'est pas juste de l'argent, c'est pas juste avoir X euros sur ton compte bancaire, c'est simplement d'avoir en fait la conscience que tout ce que tu vis est un cadeau. Et ça, si tu veux, c'est très récent pour moi. C'est pas un truc, tu vois, le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, tu sais, il y en a, ils te parlent c'est des concepts que je découvre aussi récemment, c'est la 3D, la 4D, la 5D, tu vois, les niveaux de conscience, un peu illumination et tout. Et en fait, je me rends compte que le chemin que j'ai parcouru, il m'a amené jusque-là, mais en fait, euh, jusque-là, j'avais pas pris acte de tout ça et que l'abondance était partout et que chaque minute est un cadeau et que chaque minute peut être un cadeau. Et pour moi, selon ma vision et ma perception du monde, ce qui bloque ce cadeau, bah, c'est les croyances limitantes. Et c'est pour ça que je me dis, si tu arrives à enlever ça de plein de gens, bah, il y a plein de gens qui pourront en profiter et il y a plein de gens aussi, et ça nourrit ma valeur partage, puisque j'aime bien partager et j'aime bien apporter aux autres aussi. C'est ce qui amène l'abondance. En fait, l'abondance, elle est là que si tu la partages, en fait. Et c'est pour ça que je donne toujours plus dans ce que je fais. On me dit souvent, mais tu avais dit que tu ferais 1 heure, tu en as fait 3.
J'ai fait un séminaire. Non, mais attends, le mec, l'organisateur, il est devenu fou au mois de septembre. Il avait prévu 1 heure d'intervention. On est sorti au bout de 3 heures et demie. Il me dit, non, mais je ne refais plus rien avec toi. Parce qu'il me dit, il va me falloir déjà 1 an pour digérer tout ce que tu nous as donné. On se revoit dans 1 an. Donc, tu vois, donc c'est juste des exemples comme ça. Mais c'est vrai que cette valeur partage et le fait de sortir ces croyances limitantes, en fait, je me sens encore tout excité à chaque fois que j'en parle parce que je sais ce qu'il y a après, en fait. Je me dis, putain, c'est génial, si tout le monde y arrive, imagine comment il y aura plus de gens en conscience, la Terre sera mieux et tu vois, il y a plein de choses. Ça découle d'une espèce de mission, vision, tu vois, un truc finalement qui m'anime profondément. Parce que je me dis, et ça rejoint ce que disait Albert Einstein, je me dis aujourd'hui que j'arrive à expliquer à mes enfants, il y en a un, il a 17 ans et l'autre, elle a 12 ans, mais depuis 5 ans, je leur explique tout ce que je fais. Et en fait, Albert Einstein disait, si tu n'es pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que tu ne le maîtrises pas totalement. Et là, en fait, je me retrouve dans des conversations avec ma fille de 12 ans où elle me clash en mode, je lui dis, mais tu fais toujours ça. Elle me dit, ah, tu as dit toujours, toujours, vraiment toujours. Et c'est elle qui me PNLise. Tu vois le délire? J'adore. Là, ça a pris des proportions dans ma vie, tu n'as même pas idée, quoi. Donc là, je me dis, bon, bah là, on est dans la mission de vie, c'est bon, on y va, on y C'est va. bon. Et en termes de partage et de transmission, c'est check, Là, je quoi. pense Pour me mettre qu'on one point. commence à tenir un truc, voilà, on commence à tenir un truc pas mal, là, déjà, tu vois. C'est ça, quoi. Vraiment toujours. Ah, trop bien. Les petits réflexes comme ça, c'est cadeau en plus. C'est des Ah pépites. ouais, là c'est, tu sais, je lui dis, la dernière fois, je lui dis, ouais, mais tu crois pas que les mangas, c'est un peu trop violent? Il dit, ah bon? Qui dit ça? Putain. Et c'est là où tu dis, là, tu t'es grillé tout seul. En fait, tu as donné le bâton pour te faire battre, tu vois? C'est ça le truc. C'est fabuleux. Donc, bon. Et là, ça devient intéressant parce que tu vois, on est vraiment aligné avec ça et ce partage justement d'abondance, il ne vient qu'à partir du moment où tu as enlevé ces croyances limitantes. Donc, je suis vraiment resté et les mentors qui m'ont entouré, en fait, les mentors avec lesquels je partage, ils ont vraiment cette vision et c'est ça qui devient intéressant. C'est que moi, tous les mentors que je rencontre, je vois comment ils donnent. Je veux dire, aujourd'hui, et ça c'est valable pour tous les métiers, aujourd'hui, franchement, tu as 99,99% de l'information, elle est sur Internet. Donc, quoi qu'il arrive, je ne serai pas le premier PNListe, coach PNL de l'histoire et je ne serai pas le dernier. Hein, ça continuera après moi. Mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire la différence finalement? Tu vois? Et c'est là-dessus, tu vois, j'en parlais juste avant toi, j'ai eu une séance là-dessus. Une coach qui me disait, ah oui, mais tu comprends, putain, on est dans un milieu, il y a plein de coachs, ils font tous la même chose. Comment on fait pour se démarquer pour… Écoute, tu sais, le principe, c'était qu'elle me dise, en fait, oui, mais il y a trop de coachs. Je lui dis, bah, si tu vas dans ce sens-là, il y a trop de boulangeries. Il faut qu'il y ait certaines boulangeries qui ferment. Moi, j'habite dans un quartier, il y a 2 boulangeries, elles sont à 50 mètres l'une de l'autre. Elle me dit, oui, non, mais ça doit être récent. Non, non, ça fait 10 ans qu'elles sont là. Et elles sont toujours là. Les 2 boulangeries sont ouvertes. Donc, dans ce cas-là, on arrête les boulangeries, on arrête les charcuteries, on arrête tout, quoi, en fait. Et Ouais, ouais. ça, c'est… Un parallèle finalement, c'est tu utilises les métaphores pour pouvoir permettre à la personne d'ouvrir la perspective autrement, donc de la recadrer sur t'es sûr que ça s'applique partout ce que tu racontes là? Est-ce que vraiment? Puis ça rejoint un peu aussi le propos que tu disais juste avant de l'abondance. Ouais. Moi, j'ai souvent l'impression qu'il y a un peu ce concept de concurrence, justement, qui est en opposition et de compétition. Il faut attention fais attention de ne pas divulguer tous tes secrets Ah et ouais, tout non, ça. donne pas Tu toutes vois, les… et c'est comme si, ou attends, tu vas pas parler avec machin. Machin, il fait la même chose que toi. Tu vois, il risque de te piquer des clients. C'est là, genre, mais c'est intéressant comme concept de se piquer des clients. Je veux dire, les clients, c'est des êtres humains. Ils sont capables de choisir eux-mêmes vers qui ils veulent aller. Et puis, ils ne sont pas chasse-gardés. Tu vois, ça fait un peu genre, ah, c'est le mien, c'est mon précieux. Tu vois, ça fait un peu Gollum sur les bords.
Ah, c'est un coach pour les gouverner tous, presque, Voilà, c'est ça. bientôt. Mais enfin, voilà, je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais pour moi, sur le marché, quand on dit qu'il y a trop de coachs, moi, c'est limite, ça me réjouit. Je me dis, génial, il y a encore plus d'acteurs du changement sur le marché. Et, C'est et, le, voilà, et je vais dire, cette concurrence, pour moi, en tout cas, n'est pas, est une vue de l'esprit. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. en fait, pour moi, ça rejoint la stratégie McDo. Tu sais, en fait, Mm. quand on parlait de McDo, même là aujourd'hui, il y a toujours des controverses, etc., etc. Mais McDo a réussi un truc que personne n'a pu faire. Quand un McDonald's s'implante quelque part, McDonald's étudie le marché comme personne. Et ils ne vont s'implanter que dans les emplacements numéro un. Et donc, quand McDo s'implante quelque part, tu peux être sûr qu'autour, ça va créer un pôle d'activité, du business, ça va générer des clients, etc., etc. Et en fait, regarde bien aujourd'hui, qu'est-ce que Burger King fait? Dès que McDo s'est implanté quelque part, tu as Burger King juste en face. C'est ça. Est-ce que Burger King ferme? Non. Il continue d'ouvrir 2 fois plus de magasins en France depuis que McDo est implanté. Pourquoi? Parce que McDo a déjà fait le boulot, en fait. C'est ça. Il a déjà vulgarisé la com, etc. Regarde Tony Robbins. Mm. Aujourd'hui, à ses débuts, Tony Robbins, il a été décrié à cause de la marche sur le feu. Tu sais, il faisait beaucoup C'est de des com séminaires, là-dessus. ouais. Il faisait des séminaires. Au début, on l'a pris pour un gourou. Il évangélise tout le monde. Il veut vous faire perdre votre religion, votre mental, tout. Enfin, il a été vraiment. On lui a tiré à boulet rouge aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et en fait, pareil pour la marche sur le feu. Les spécialistes, les médecins se sont penchés sur la question. Oui, quand vous marchez, la surface de brûlure n'est pas la même, donc forcément, vous ne ressentez pas la douleur. Et il vous fait croire que c'est dans votre tête, machin. En fait, il s'est fait démonter pendant des années. Donc, grosso modo, ça a été le leader. Il a ouvert la voie. Et ceux qui sont arrivés après, pépère, c'est lui qui prenait tout dans la gueule. Pépère, et tu as juste à t'installer. Après, le marché, il est prêt. Tu vois, et c'est ce qu'a fait McDo, en fait, au niveau des fast-food en France. Je veux dire, où est le problème, en fait? Il y a pas de. C'est un faux problème, la concurrence. Parce que si, à partir du moment où tu connais ta cible, où tu connais en fait ton marché, tu sais ce que tu peux apporter. Tu sais, c'est un peu le fameux ikigai, ce que toi tu aimes, ta passion, ce que les gens sont prêts à payer et ce qui peut servir le monde. Bah, en fait, on est un peu là-dedans, quoi. Donc, si tu connais ça déjà, je veux dire, ton succès n'est qu'une question de temps et d'itération, parce que du coup, il faut réitérer beaucoup quand même pour réussir. Ça ne vient pas du Ça. jour au Faut lendemain. d'abord, faut d'abord se prendre quelques murs, j'ai envie de dire, Voilà. avant de. Ouais, ça casse un peu le mythe aussi du succès du jour au lendemain, enfin la croissance exponentielle. Bon, après, voilà, au niveau soit marketing ou quoi, mais on va beaucoup utiliser du jour au lendemain, il était personne et c'est devenu. Non, bah, Tony Robbins, comme tu dis, ça fait des années quoi qu'il est sur le marché. J'ai un de mes mentors qui dit souvent, après 10 ans, oui, tu peux devenir célèbre du jour au lendemain. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, ça va, on a encore un peu de marge alors. Quand j'ai encore 5 ans, je me dis, bon, C'est ça. ça va encore. T'es à mi-parcours, même, mais c'est Voilà, pas je suis à bien. mi-parcours, on va voir ce que ça donne. Bon, à 50 ans, je serai bien, tu vois, tranquille. C'est ça, exactement. Excellent. Et tu vois, j'aime bien faire le parallèle entre la résilience et la divergence. Et la divergence, c'est la capacité, justement, quand tu es au fond du gouffre, je vais dire ça comme ça, comme tu disais, tu te prends le mur. Euh, Tu te prends le mur et puis il y a la phase d'après, la résilience, la capacité donc de rebondir et puis de te développer harmonieusement. Et il y a une phase qui est celle de la divergence où là, tu commences à voir le champ des possibles et à avancer et de pouvoir continuer. Toi, si on prend un temps pour se mettre voilà, en méta, quand tu observes un peu comment est-ce que généralement, c'est quoi ta stratégie? Ça va te parler de la manière dont je vais parler, du coup, pour une fois, je parle le jargon. C'est quoi ta stratégie selon toi face à l'échec quand tu te prends une baffe, tu te prends un mur? C'est ce que tu as déjà pu observer, tiens, quelles sont les différentes phases ou quelles sont les différentes. C'est quoi ton processus pour justement ta stratégie de résilience et de divergence? Est-ce que tu as déjà pris le temps Alors, d'observer ça?
Alors, je l'ai observé, mais surtout, en fait, je l'accompagne encore parce qu'il y a, dans les personnes que j'accompagne, j'ai encore des clientes qui viennent me voir en mode putain, j'ai fait un lancement, il y a personne, j'ai pas vendu un seul programme et tout. Oh, j'en peux plus, je suis démotivé et tout. Et en fait, tu sais, c'est, on apprend ça en fait je me suis formé à ça en entreprise. On appelle ça l'accompagnement du changement. Je vais te donner un exemple concret. Dans les années 2008 à 2014-15 à peu près, j'étais dans une entreprise, une multinationale, qui n'a pas su prendre correctement le virage de la vente en ligne. D'accord ? Pour faire simple, ils ont perdu des millions, voire des milliards de bénéfices en moins de 3 ans. Et donc, on nous demandait, nous, en tant que dirigeants, d'aller virer des gens. Et donc, quand tu dois annoncer à une équipe de 20 personnes que à telle date, tout s'arrête pour eux, qu'ils doivent retrouver un travail, voilà, et qu'on va les accompagner là-dessus, en fait, il y a ce qu'on appelle j'ai plus le mot exact, mais tu sais, c'est la phase de choc. C'est-à-dire que tu vas annoncer le truc, mais il faut le faire, tu sais, c'est un peu comme une mise à mort. Il ne faut pas faire souffrir les gens. Tu prends ton katana, tu tranches la tête, c'est sec, il n'y a pas de souffrance, c'est terminé. Et en fait, l'annonce, c'est la même chose. C'est annoncer les choses de façon extrêmement pragmatique, sans mettre de ci, de ça, voilà, très simple, très net, sans bavure. Et en fait, à partir du moment où tu as annoncé ça, il y a la phase de choc. Et la phase de choc, elle est précédée justement par un down très, très bas, c'est-à-dire les gens peuvent aller jusqu'à la dépression, etc. Et en fait, de cette phase de down, il va y avoir en fait, c'est une phase de réflexion, si tu veux, et d'acceptation. Et en fait, cette phase d'acceptation, elle va être suivie ensuite d'une phase de déni majeur qui va dire non, mais non, ça ne se passera pas comme ça, machin et tout. Et en fait, il y aura des velléités de déni. Et en fait, après ce déni, il y aura une phase de négociation qui mènera à une acceptation totale. Donc, choc, acceptation du choc, déni du choc, donc déni du résultat, négociation et acceptation totale suite aux négociations. Et en fait, c'est une phase que je vis encore aujourd'hui, puisque grosso merdo, à chaque fois que je lance un truc, ça foire. Je me dis, putain, encore. Ça fait 5 ans, Bon, tu as de la merde. marge, Mais ouais, 200, mais non, mais continue voilà, mais tu jusqu'à dis, 1000, putain, jusqu'à 1000. non, mais voilà, mais au bout de 5 ans, putain, mais mets-toi du plomb dans la tête, bordel. Pourquoi tu fais encore les mêmes trucs à la con et donc, tu vois, il y a des trucs qui reviennent, le choc, tu redescends, donc le déni, Ouais, machin, voilà, et tu et acceptes, tu petite dis, bon, colère. d'accord, machin, et ça repart en fait. Et la seule chose que j'ai rajoutée à cette phase comme ça de choc et de déni, c'est vraiment comment dire, prendre soin de moi. En fait, comme je suis quelqu'un de sensoriel, de plutôt émotionnel, euh, quand ça va mal, j'ai plutôt tendance à aller me faire un soin de 2 heures de massage, tu vois, pour que mon corps pour que ça aille mieux, quoi. Tu vois. C'est Donc, c'est trop soit bien. ça, soit je me tape un bon resto, tu vois, ou du chocolat, et j'ai besoin d'aller mieux. Voilà. Et en fait, c'est une phase que j'ai appris à prendre parce que avant, en fait, j'étais toujours dans la course et dès que j'avais un truc, ça allait mal, je continuais de foncer. Et c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre ce qu'on a dit, le choc, l'acceptation, le déni, repartir, cette phase-là, en fait, il te faut un certain temps pour la digérer. Et en fait, la digérer, ça ne veut pas dire être dans le déni. Ça veut dire, c'est là, je ne peux pas faire autrement. Donc, c'est là, je le prends et je vois comment je peux faire avec. Et pour ça, je vais te donner un exemple assez simple. J'ai fait une conférence dans un mastermind d'un de mes anciens clients. Et en fait, c'est des investisseurs immobiliers. Donc, parmi les 20 personnes qui étaient là, tu sais, il y a une personne qui s'est fait arnaquer par son associé. Et l'arnaque, on parle d'un montant quand même de presque 15 000 euros, 13 000 ou 15 000 euros. Et en fait, la personne, elle me dit, écoute, vu que tu es spécialisé tu sais, dans les croyances et tout, est-ce que tu pourrais me donner des conseils pour gérer en fait
ce que je vis à l'intérieur, gérer mes émotions par rapport au fait que je me sois fait arnaquer parce que je veux en fait garder bonne figure à la maison, je veux pas que ça pollue ma femme, mes enfants, tu vois. Et là, en fait, moi, quand on me dit ça, dans mon monde à moi de PNL, tu sais, c'est comme si tu me disais, il y a une injonction d'aller bien alors qu'on est en train de me planter un couteau dans le cœur. Tu sais, je retourne le couteau et je te dis, continue à sourire. Non, ça ne marche pas, ça. Ça. Tu vois. Et si tu fais ça, en fait, Mm. tu es déjà dans le déni de ce qui se passe dedans. Et donc, ma réponse, je lui dis, tu sais, quand tu me dis ça, on dirait qu'il y a une injonction du bonheur. Tu as l'obligation d'aller bien, même quand tu vas mal. Tu peux faire ça. Il y a des gens, tu sais, ils aiment bien faire ça, ils aiment bien, tu vois, ne pas prendre. OK. Mais est-ce que déjà tu as accepté le fait qu'il m'a arnaqué, putain, j'ai de la colère, je m'exprime dans ma colère. Et ça, c'est une manière de l'accepter. Parce que si tu ne vis pas l'émotion de la colère qui vient, le mec, il vient, il t'a enflé de 13 000 euros. Et toi, tu veux continuer à sourire pays des bisounours? Non. J'ai de la colère? Oui, je vais l'exprimer. Je me suis fait arnaquer et ça me fait chier. Oui, ça me fait chier. Alors dis-le. Dis-le. Ouais, ça me fait penser vraiment à cette notion que les émotions, on dit souvent que sont nos messagères et que là, en l'occurrence, la colère est souvent le message, c'est il y a eu une injustice, il y a eu une limite Ouais. dépassée, il y a eu… Mais que si tu l'écoutes pas, bah, cette colère ou cette injustice, etc., va de toute façon se cristalliser quelque part. Donc, même si tu fais le grand sourire, je sais pas quoi, enfin, tu parlais d'ulcère tout à l'heure et tout ça, enfin, il y a tellement de manières. Une migraine, enfin, quand tu commences à regarder la sagesse du corps en parallèle de, OK, une émotion, c'est de l'énergie qui est là pour t'envoyer un message et que si tu ne la prends pas en considération, finalement, elle finit toujours par ressortir d'une manière ou d'une autre. Et donc, ouais, je vois bien ce que tu veux dire, cette Il y a notion de une okay, chose. l'injonction au bonheur en entreprise aussi, on l'a beaucoup. Ah, mais c'est ouf. Il y a une chose que les émotions ne sont pas. Les émotions ne sont pas biodégradables. Les C'est-à-dire, émotions restent dans le corps. Elles ne ouais. sont pas biodégradables. L'ulcère, c'est un très bon exemple. C'est un truc que j'ai cumulé. C'est un truc qui m'a bouffé de l'intérieur, en fait. Le message, c'est quoi? C'est arrête de te bouffer de l'intérieur. Extériorise, quoi. Et en fait, parler de ces émotions, en France, on a cette… tu sais, les Français, on est très cérébral en France. On aime bien tout cérébraliser, mentaliser, même l'amour. Tu vois, l'amour, c'est un truc complètement irrationnel. On met quand même, oui, mais tu comprends, quand on aime, on fait ce genre de choses. On veut tout cérébraliser pour contrôler les choses. Et en fait, les émotions, il n'y a rien de plus incontrôlable et il n'y a rien de plus nocif si tu les retiens à l'intérieur. Donc oui, les émotions ne sont pas biodégradables. J'aime bien la formule, effectivement. Et d'où l'intérêt, justement, de pouvoir les exprimer, ou les extérioriser d'une manière ou d'une autre et qu'ils soient… tu sais, il y a aussi cette notion, surtout en ces temps un petit peu incertains, volatiles et tout ça, ambigu. Cette notion, en plus, en tant que papa, ça va peut-être aussi te parler, cette notion de colère n'est pas violence. Parce que souvent, une colère exprimée est souvent assimilée à de la violence. Ouais. Et il y a une sorte de confusion de ah bah non, d'injonction à ne pas exprimer certaines émotions et je peux pas être triste, je peux pas être en colère, enfin je dois tout le temps être Ouais, c'est heureux, joyeux, etc. ça. Donc avec cette confusion sur bah, comment est-ce que je peux l'exprimer, enfin exprimer de la tristesse, ça ne veut pas dire pleurer pendant, pas forcément en tout cas, pendant 3 heures à chaudes larmes, de pas savoir se reprendre et tout ça. Mm. Ok. J'aurais bien envie encore de te poser une question, si tu te permets. C'est Ouais. si, bah là, ça va faire un petit moment qu'on échange. Et si tu avais, comment est-ce que je veux dire? Si tu avais ce truc de… tu as peut-être déjà entendu cette fin d'interview quelque part, donc j'ai envie de la poser, parce que tu parlais de transmission et de partage. Euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, disons que si tout disparaissait et il ne reste plus juste une feuille ou une lettre ou un livre
ce serait quoi que tu aurais envie d'écrire ou quel message tu aurais envie de laisser en disant: «OK, ça, c'est vraiment le truc que si tout disparaît et moi avec, et ben ça, je veux au moins que ça reste, heu, que le message passe». Qu'est-ce que ça pourrait être du coup? Bah, ça tombe bien que tu dises ça parce que je suis en train d'écrire un livre. Enfin, je suis Trop le bien. livre, tu sais, je procrastine dessus depuis environ 8 mois, hein, mais Mmh. ça, on va Ouais, pas, ça va, tu pas 5 ans, c'est bon. on va pas se mentir. En fait, c'est un livre que, à vrai dire, c'est même pas je procrastine dessus, c'est que j'ai eu tellement de boulot entre-temps que j'ai pas eu l'occasion de revenir dessus. En fait, c'est un livre qui va s'appeler Le filtre à particules et je pense que ça va vraiment être utile. Si tu veux, s'il y a un truc qui devrait rester, c'est ça. C'est un livre en fait qui traite non seulement, tu sais, de des croyances qu'on peut avoir limitantes, aidantes, etc., mais aussi du chemin vers soi. Et je pense que s'il y a un truc qui devrait rester sur cette terre, c'est apprendre à mieux se connaître. Parce que au final, on vit une vie sans conscience de qui on est réellement. Et la société actuelle, alors je ne vais pas dénigrer la société, je ne suis pas là dans un débat politique, mais en fait, il y a un formatage dans la société qui fait que tu peux passer rapidement en mode avion, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, et tu ne te soucies pas trop de ce qui se passe ailleurs, jusqu'au jour où, bah, comme moi, un incident arrive dans ta vie et tu te retrouves un peu déconnecté de la matrice métro, boulot, dodo, et comme par hasard, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si je sors de ce système, en fait, finalement? Et je pense que la connaissance de soi va aider à ça, en fait. Et ce livre, bah, j'ai à cœur de l'écrire. J'espère que je le terminerai un jour. Là, je vais pas. J'aimerais vraiment pouvoir le finir. Maintenant, comme j'ai fait des promesses que j'ai pas tenues, je préfère ne rien dire. Et en fait, s'il y a une chose qu'il faudrait garder, je pense que c'est vraiment ça. Apprendre à mieux se connaître, euh, soi d'abord. Et c'est pas égoïste de faire ça, c'est pas égocentrique. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme écologique. Parce qu'en fait, si toi, tu ne te connais pas vraiment, ben, il y a, c'était Catherine Singer qui disait ça. C'est tiré d'un bouquin qu'un de mes mentors a repris. Euh, Tant que tu n'es pas en amour avec toi-même, tu restes une fréquentation dangereuse pour les autres. Et en fait, si tu es capable de t'aimer dans toutes les parties, dans toutes les pires facettes de toi-même, de ta personnalité, là, oui, tu peux dire que tu as une bonne connaissance de toi-même. Et en fait, la plupart du temps, on a tendance à mettre de côté ce qui est sale en nous, ce qui est la cave, tu vois. Quand tu descends à la cave et que c'est sombre et que tu es dans tes pires travers, tu vois. Et bah, un peu l'injonction du bonheur, c'est oui, il faut continuer à sourire et dire que tout va bien. Bah merde, non, ça va pas en fait. Si tu arrives à être OK avec ça, à être en amour pour ça, là oui, tu arrêtes d'être une fréquentation dangereuse pour les autres. Ouais. Et ça passe par la connaissance de soi. Ça me fait penser à, enfin, tu as sûrement déjà souvent entendu ce qui était écrit sur le fronton de Delphes. Enfin, on le dit souvent que c'est Socrate, mais je suis pas très sûre que c'est de Socrate. Mais bon, bref, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mm. Ouais. Donc, avec vraiment cette dimension de. Et puis souvent, effectivement, pour revenir au début de notre échange, cette notion de crise existentielle. Bah, déjà, même dans crise existentielle, il y a existence. Et c'est OK, mais le fameux qui suis-je. Mm. Et l'étagère là et les livres? Non, pas les livres, mais dans quelle étagère et compagnie. Ouais. C'est de vraiment de se dire: «OK, finalement, quelle est, ouais, quelles sont toutes les facettes?» Parce que tu parles vraiment de cette notion, il y a la cave et puis il y aurait comme, voilà, le sous-sol gardé, le truc qu'on veut pas montrer et puis il y aurait Ouais, le c'est ça. côté lumineux, joyeux, fantastique, que C'est celui-là on met bien dehors en vitrine, mais il faudrait pas aller dans l'arrière-boutique quoi, quelque part, ouais, c'est ça. et donc du coup, c'est ouais, c'est ça et de tomber en amour de soi-même finalement pour pouvoir ne plus être, j'aime bien la formule, une, fréquentation dangereuse pour les autres. Ouais. OK. De Catherine Singer, c'est ça que tu disais? Un G, ouais, c'est ça. De mémoire, hein. Tu Ouais, tapes bah, ça sur super. Internet et franchement, tu verras,
c'est très puissant parce que l'idée, si tu veux, c'est que toute ta vie, moi j'aime bien les citations et les proverbes, et toute ta vie, tu vas être face à des gens en fait qui vont te planter. Et en fait, chaque fois qu'ils te plantent, eux, ils ne savent pas que toi, tu es une graine. Et donc, forcément, tu vas repousser. Ça, c'est un proverbe mexicain. Ils t'ont planté, mais ils ne savaient pas que tu étais une graine. Et donc, tu vas repousser. Et tu vois, ça nous renvoie encore plus à des, comment dire, à des facettes de nous-mêmes qui, en fait, quand on descend, même en dessous de terre, on a encore la capacité de remonter. Et c'est ces capacités-là que tu dois aimer, parce que même quand tu es au plus profond de toi-même, quand tout va mal, que c'est la merde, que tu vois tout noir, il n'y a que toi, en fait, qui peut décider de remonter. Et c'est vraiment le côté, tu sais, c'est Warren Buffett qui disait ça, c'est quand tu es au fond du trou, il faut arrêter de creuser, quoi. Il y a un moment, Ah, je ne la connaissais pas. faut arrêter de creuser, il faut remonter, quoi, tu vois. Et ça rejoint finalement ton slogan aussi, tu disais tout à l'heure de «Tout commence par soi». Mm. Hem et du coup enfin moi j'ai beaucoup aimé, notre échange aujourd'hui et j'aimerais bien savoir et si jamais, nos auditeurs ont le même élan que moi, de savoir comment est-ce qu'on peut te où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Si on a envie de, bah, voilà, justement aller plus loin avec toi, Mehmet. Eh ben, écoute, c'est assez simplement sur Instagram, directement par les messages privés d'Instagram, sur Facebook aussi, où je suis très actif, Mmh. par Messenger, et la chaîne YouTube, qui est, je crois que j'ai dépassé les 200 vidéos. Euh, je n'ai pas encore dépassé les 200 000 abonnés, hein, j'ai 528 abonnés à l'heure où je te parle. Donc, c'est une chaîne, par contre, dans laquelle j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, il y a énormément de choses que les gens peuvent aller retrouver là, déjà dans un premier temps, si au départ, ils veulent commencer à me connaître. Et après, effectivement, pour les accompagnements et notamment Life Changer, qui est un programme vraiment sur 6 mois et de transformation profonde, là, il faut vraiment venir me parler. Et franchement, j'adore échanger avec les gens pour justement apprendre à connaître encore mieux et partager encore plus. Mmh. Et donc, il Mmh. ne faut pas hésiter à venir me voir en message privé. Voilà. Génial. Bah, moi, de toute façon, ce que je ferai, c'est je mettrai dans le descriptif du podcast sur Ocha, de toute façon, ton lien Facebook, ton lien Instagram, la chaîne YouTube. Je vais m'abonner d'ailleurs. Eh ben, avec Comme ça, pour histoire qu'on, tu vois, tu vas avoir 520, combien t'as dit? 29 du coup. 29 abonnés, voilà, au moment où on enregistre ce podcast. Et puis qui sait, dans un mois, tu me diras, mais Sandra, c'est fou, j'en ai plus de 1000. Waouh! Eh ben, écoute, C'est tout le bien qu'on peut se souhaiter, hein. exactement. Le message d'abondance YouTube a été envoyé à l'univers. C'est Génial. ça, que de l'amour de toute façon. Bah, écoute, ça a été un vrai plaisir de partager ce Bien moment avec toi, partagé. Mehmet. Plaisir partagé. Et Merci. puis, ben, je te souhaite une excellente journée et puis à très très bientôt de toute façon, que ce soit sur Facebook Messenger, YouTube, TamTam, tout ce que tu veux, avec grand grand plaisir. Avec plaisir également. Merci, Sandra. Au revoir.